Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté. Je vous présente Taria, toute contente d'être ici, et Draka qui se fait la malle. Voilà. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je n'ai pas posté pendant très longtemps parce que je me suis rendu compte que mon rythme de publication n'était pas adapté à ma vie et à ce que je souhaitais faire. En fait, je publiais beaucoup trop et donc je passais une bonne partie de ma semaine à monter et le week-end pour tourner. Je voulais parler en fait autant que possible des textes que j'avais lus par le passé. Je sais pas si c'était une bonne idée. Par exemple, il y a eu cette fameuse polémique au sujet des réécritures de Roald Dahl. Je ne me souvenais pas du tout d'à quoi ça ressemblait, ces textes. Je les ai lus il y a extrêmement longtemps, je ne les ai pas relus. Et effectivement, j'ai parlé par exemple dans de précédentes vidéos de Mathilda, ce genre de texte-là, qui m'avait énormément plu à l'époque. Et donc j'ai vraiment parlé de l'impression que j'en avais eue il y a très très longtemps. Maintenant peut-être qu'il y a plein de problèmes dans ces textes, des choses qui sont plus adaptées à notre époque et que l'on n'accepte plus et qui sont considérées comme mal dites et comme discriminatoires. Dans tous les cas, je vais probablement ralentir sur ce genre de vidéo puisque de toute façon j'ai un petit peu atteint mon maximum. J'ai parlé de presque tout ce dont je pouvais parler concernant les textes que j'ai lus par le passé. La plupart de ce qui reste, ce sont des textes que j'ai oublié que j'avais lus. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo point lecture. J'ai lu un certain nombre de textes. J'ai fait le Cold Winter Challenge pour 4 malheureux romans, il me semble que c'était un par mois. Donc je l'ai terminé, c'est-à-dire que j'ai accéléré le rythme pour terminer La Servante écarlate sur le dernier jour, le 28 février. Il me semble que c'était le 28 février, je remettrai les dates du Cold Winter Challenge avec la petite image ici et mes objectifs. Donc j'avais l'intention de lire 4 romans, je les ai lus tout juste parce que j'ai un petit peu intercalé d'autres choses entre deux. Et je vais vous parler de tout ce que j'ai lu, donc que ce soit les romans du Cold Winter Challenge ou les autres. Tout d'abord, j'ai lu Erectus de Xavier Muller chez Pocket. C'est un roman que j'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge et le but était, je crois, de parler des fantômes du passé ou quelque chose comme ça. Vous avez vu la catégorie dans le petit menu que je vous ai mis. Erectus, c'est un roman, j'ai été surprise qu'il n'ait pas été autant apprécié par d'autres personnes quand je regarde les commentaires sur Livre Addict par exemple. J'ai pas l'impression qu'il a eu autant de succès que ce à quoi je m'attendais. Parfois je lis un texte et je me dis ouais bof sans plus, et là je vois que ça a été vraiment beaucoup aimé. Et puis finalement celui-ci, je suis surprise parce que je trouvais qu'il était extrêmement riche en informations vérifiées, en recherche. En fait, on sentait vraiment que l'auteur nous avait pas pris pour des idiots et avait recherché tout un tas d'informations pour être capable de nous parler de choses réelles, de choses qui ont véritablement existé, que ce soit les créatures qui vivaient dans le passé à une époque très précise et de quelle manière elle a évolué, ou alors ce qu'on peut trouver en très grande profondeur dans les fonds marins. On a vraiment des descriptions très très précises de choses qui ont été recherchées de manière poussée par l'auteur. Quand on lit ça, on sent que ça n'a pas été inventé, on sent que ça sort pas de nulle part et surtout on sent que ça se tient. Et même quand à la limite ça pourrait être surprenant, on voit que en fait c'est issu des recherches de l'auteur et c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend plein de choses. J'ai vraiment eu l'impression de découvrir des faits scientifiques et de lire des articles en fait. Évidemment, tout n'est pas absolument crédible puisque la base de l'histoire, c'est quand même la régression de l'humanité qui redevient des Erectus progressivement. En fait, je vous ai même pas raconté le sujet de l'histoire. C'est l'apparition d'un virus qui va s'appeler le virus Kruger parce qu'il va apparaître au niveau d'un parc en Afrique du Sud qui s'appelle donc le parc Kruger. Et ce virus a transformé un éléphanteau en éléphanteau d'il y a très longtemps, donc un éléphant préhistorique on va dire. Il a je crois 4 paires de défense, il a un corps un peu différent et il a un comportement potentiellement différent également. Au début il présentait des blessures sur son corps etc, donc on pensait qu'il avait une maladie et finalement il s'avère qu'il a juste muté très 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 vite et qu'il est devenu un spécimen d'une espèce d'éléphant on va dire qui a disparu il y a très très longtemps. Et on va avoir le même phénomène avec un certain nombre d'autres animaux, comme par exemple un gibbon. Ce que les gens trouvent lent dans cette histoire, je l'ai trouvé au contraire vraiment intéressant, parce qu'on voit par quelles étapes passe la découverte du virus
et sa caractérisation. On découvre en fait le virus à un endroit. Ensuite, on a ce monsieur qui tient le parc et qui donc sait qu'il a un éléphant malade dans ce parc, qui va analyser ce que l'éléphant a, qui va pas comprendre ce qu'il voit, qui va ensuite passer ses résultats à une amie qu'il connaît qui travaille dans un milieu similaire en Afrique du Sud. Je crois que c'est à Pretoria. Il va envoyer donc les échantillons. Elle était sur le point de partir en vacances. Finalement, elle part pas. Elle va analyser ses échantillons également. Elle va se dire il y a un truc qui va pas. Et ainsi de suite. En fait, on va passer de main en main, d'ami en ami, de connaissance en connaissance, parce que finalement, chacun de ces scientifiques a connu quelqu'un dans le passé qui travaille dans machin, où ils vont en fait avoir des relations, avoir des contacts. Et petit à petit, en fait, la connaissance de l'existence de ce virus va commencer à voyager, va passer de personne en personne en fonction de qui connaît qui. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a des métiers extrêmement différents, on a des croyances avec des théories scientifiques comme celle de cette femme qui va finalement être l'héroïne, même si au final c'est vraiment un multiple point de vue, on a un peu tout le monde, on a un narrateur omniscient, et au final l'héroïne est plus ou moins Anna, qui est française et qui va essayer de lier en fait l'existence de ce virus à ses propres recherches. Elle dit que les espèces peuvent régresser puisqu'elle en a trouvé des exemples dans la nature. Elle a fait de l'archéologie, elle a retrouvé des spécimens qui étaient dans des couches qui indiquaient une certaine datation, et en fait ces spécimens étaient datés de bien plus tôt dans le temps. Et donc, ça n'a pas de sens réellement. C'est une véritable théorie qui existe apparemment d'après l'auteur. C'est que on a effectivement ce genre de cas où on a une couche dans laquelle on retrouve un fossile qui n'est pas du tout daté de la même période que le fossile lui-même et que l'évolution de l'espèce de ce fossile en fait. Et donc du coup, elle a ses recherches, mais elle sait pas trop à quoi c'est dû. Elle dit juste les espèces peuvent régresser, elle sait juste pas comment. Et il s'avère que ce virus commence à lui prouver que c'est tout à fait possible, qu'elle peut enfin faire entendre raison à ceux qui ne la croyaient pas et qui l'avaient un petit peu bannie de leur monde scientifique, et elle va essayer de faire plus de recherches. Et donc elle va vraiment travailler au cœur du truc, elle va essayer de comprendre comment ça fonctionne, et malheureusement, bien sûr, on va avoir les premiers contacts humains au virus, et donc ça va devenir beaucoup plus hors de contrôle que ce qu'on pensait au départ, même si ça se sentait, hein, puisqu'en fait même les plantes sont touchées, donc en fait c'est carrément les champs de blé, tout en fait peut régresser et revenir aux temps anciens. On sait qu'on va avoir potentiellement des énormes famines parce que les cultures vont être inutilisables. Voilà, c'est super dangereux de ne pas avoir un plan et de ne pas anticiper ce qui pourrait se passer avec tout ça. L'histoire, c'est vraiment l'analyse de l'évolution d'un virus dans son environnement. Tout le roman est basé sur le fait que on perd de plus en plus le contrôle et on voit de plus en plus de personnes qu'on connaît finalement se transformer et devenir des Homo erectus. Il y a un tome 2 et je crois aussi un tome 3, même si ça part sur des sujets qui sont assez différents, il me semble. Voilà pourquoi la plupart des gens trouvent que c'est lent, c'est parce que on a énormément d'observations de comment le virus évolue, de comment les scientifiques réagissent à l'évolution du virus, de ce qu'ils décident d'entreprendre, même également de la question de si l'Erectus est un homme ou non, et de si on doit le considérer comme un homme ou si on doit le considérer comme un animal. Est-ce qu'on doit le considérer comme une menace parce qu'il commence à devenir extrêmement dangereux puisque les Erectus en plus de ça étaient cannibales, et donc ça commence à devenir très 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 dangereux. Et on a une espèce de montée de la tension comme ça. J'ai bien aimé, honnêtement, à la fin, je trouvais ça sympa d'avoir lu ça, mais vraiment plus pour l'aspect scientifique, pour l'aspect découverte, pour l'aspect je suis témoin de quelque chose qui se passe et je le regarde évoluer, etc. Maintenant, en termes d'histoire, d'aventure, honnêtement, si vous venez pour regarder un film de zombies, version livre qui raconte comment les hommes retombent en Homo erectus, c'est pas exactement ça que vous allez avoir. Vous allez vraiment plus avoir une observation scientifique assez, on va dire, neutre et non teinte d'une quelconque émotion. Peut-être que vous allez ressentir un peu d'émotion pour l'héroïne, parce qu'elle va avoir sa petite histoire, ses petits sentiments, ses petits problèmes avec son conjoint, etc. Mais je trouve que c'est quand même on est très distant de l'histoire et on observe tout d'une manière très aseptisée. Je trouve pas ça mal pour autant, mais je pense que ceux qui n'ont pas aimé le texte, c'est ceux qui s'attendaient à autre chose.
Voilà, donc Erectus, ça m'a donné un petit peu envie de lire la suite, mais à la fois, j'ai regardé les résumés, à la fois du 2e tome et du 3e tome, et alors, en plus de ça, le 3e tome, c'est vraiment autre chose, hein. On part sur un autre sujet. On dirait que l'auteur, il s'est dit, je vais écrire une saga sur des faits scientifiques, des choses intéressantes, en se basant sur des choses réelles issues de la science, mais il est parti sur des sujets complètement différents. Maintenant, c'est probablement lié, hein. Je ne sais pas à quel point. Dans le 3e, en tout cas, il me semble que ça parle d'un truc qui n'a rien à voir. Mais c'est peut-être juste le résumé qui me donne cette impression. En tout cas, il faut savoir à quoi s'attendre, et je m'attendais à rien, puisque ma mère me l'a acheté, en me disant « Tiens, regarde, il y a ça qui est sorti, machin », ça fait des mois et des mois qu'elle m'a acheté ça, et ça a traîné pendant des mois et des mois dans ma bibliothèque, et je l'ai enfin lu. Donc voilà, grâce au Cold Winter Challenge, je me suis lancée, je l'ai enfin lu. Je vais passer au suivant, et il s'agit de Comme toi, de Lisa Jewell, aux éditions Hauteville. J'ai oublié de vous montrer les livres que j'ai, j'en ai quand même assez peu, la plupart du temps je lis sur liseuse, donc je vais en profiter tant que je le peux. Voilà, ça c'est Erectus, c'est écrit assez petit, un petit roman, voilà, tranquillou. Donc voilà, le roman en question, Comme toi de Lisa Jewell, c'est assez petit, c'est assez court, et ça se lit assez vite, je dirais. C'est un roman qui me donnait envie, donc je l'ai lu malgré le fait qu'il n'était pas dans le Cold Winter Challenge. J'ai lu Erectus et je voulais me sortir un petit peu de cette ambiance très scientifique, très justement hors des personnages. On regarde vraiment tout d'une manière un peu comme un dieu qui observe les hommes se dépatouiller avec ce virus. Ici, on a plus une femme qui a perdu son enfant, qui a été enlevée il y a 10 ans et qui va en fait avoir quelques réminiscences lorsqu'elle va rencontrer une petite fille de 9 ans qui lui ressemble très très fort et qui s'avère être la fille de l'homme qu'elle est en train de voir en ce moment, qui l'intéresse. Donc voilà, c'est une femme qui a perdu sa fille qui avait 15 ans, il y a 10 ans. Donc voilà, elle aurait eu 25 ans. Et on n'a jamais retrouvé son corps, elle n'a pas pu faire son deuil, elle est toujours un petit peu entre deux, elle est encore en train d'y penser régulièrement, elle a un petit peu abandonné le reste de sa famille à cause de la perte de cette fille qui était finalement malheureusement sa préférée, entre guillemets, hein. Elle a donc 2 filles et elle a un fils. Et 10 ans plus tard, donc, elle essaie de tourner la page, sachant qu'elle a quitté le père de ses enfants. Et elle rencontre Floyd, qui est papa d'une petite Poppy. Et cette petite Poppy, qui a 9 ans, ressemble très très fort à sa propre fille. Et donc ça va lui faire remonter tout un tas de choses. Et finalement, bien plus tard que prévu, elle va un petit peu monter sa petite enquête, parce que finalement elle va retomber sur des informations au sujet de la disparition de sa fille. Et donc c'est pas juste une femme qui va se morfondre pendant tout le roman, non, il y a bien quelque chose qui se passe. Je dis ça parce que j'ai vraiment du mal avec les contemporains où il se passe rien et où c'est très lent, et du coup ce n'est pas ça, mais il y a quand même un petit côté lent et aussi malheureusement très attendu. Mais si vous regardez les commentaires, vous allez voir que c'est le cas pour tout le monde, hein. C'est même pas que c'est attendu en fait, c'est que c'est dit, progressivement c'est dit. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui est déroulée progressivement, et en parallèle, on a les personnages qui ont été acteurs de la disparition de cet enfant et cette enfant elle-même à l'époque en fait où elle a disparu. Donc en fait, on a les souvenirs et on a les pensées de ces personnages, qu'ils meurent ou non à la fin. Et en fait, en gros, on a les 2 histoires en parallèle. On a le passé et le présent en parallèle, mais le présent est beaucoup plus, on va dire, raconté que le passé. Le passé, c'est plus des bribes, on va dire. J'ai été un peu déçue par cette histoire parce que finalement, j'espérais toujours un genre de happy end ou quelque chose du style... Ça va peut-être paraître un peu spoilant ce que je vais dire, mais pour ceux qui veulent savoir si le texte va les affecter profondément ou non, qui veulent savoir s'ils vont lire quelque chose qui va leur faire, on va dire, du mal, les mettre mal, quoi, qui va les rendre tristes. Alors de toute façon, je suppose qu'on lit pas des thrillers dans ces cas-là, mais moi j'ai toujours cette espèce de petit espoir, je suis très optimiste, et j'ai toujours tendance à dire « Ah oui, un tel est mort, non mais ça se trouve il est pas mort, ça se trouve il va revenir, et si, et ça... » Malheureusement, c'est pas, voilà, c'est pas bisounours, c'est pas ultra joyeux, et donc c'est juste remonter l'histoire et remonter tout le fil, et finalement c'est résoudre cette enquête 10 ans plus tard. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Et la raison pour laquelle donc on s'ennuie un peu et où c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, c'est juste tout simplement qu'on raconte l'histoire au fil
des pages et qu'il n'y a pas de surprise. On n'est pas sur la mère qui va découvrir petit à petit des choses et on va se dire « Ah mais d'accord, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ci » et finalement elle va découvrir des trucs encore plus surprenants et ainsi de suite et à la fin waouh, on s'y attendait pas. C'est pas du tout ça, c'est vraiment... Elle rencontre limite les trucs juste après qu'on ait eu l'information en fait sur l'histoire au passé. Vous voyez? Donc on a l'histoire de la gamine, de voilà ce que j'aurais pas dû faire aujourd'hui, voilà pourquoi j'aurais pas dû accepter ci, voilà pourquoi j'aurais pas dû faire ça, toutes les choses qu'elle aurait pas dû faire pour qu'il n'arrive pas à ce truc terrible qui fait qu'elle a disparu de chez sa famille. Tous ces trucs-là, en fait, on les a et on comprend très très rapidement ce qui ne va pas, ce qui s'est passé, qui a pu faire telle ou telle chose, etc., etc. Et donc, au moment où la mère, elle tombe sur une ou l'autre des informations, on est en mode oui, c'est bon, du coup, t'as capté, ok, suivant, enfin voilà, on sait déjà, voilà. Voilà pour l'histoire. C'était sympa parce qu'on déroule l'histoire si vous voulez découvrir comment quelque chose s'est passé. Voilà. Si vous voulez vraiment le rapport chronologique de ce qui s'est passé dans l'histoire et non pas des petites touches de découverte pour qu'à la fin on ait la révélation finale, c'est vraiment ça. Maintenant évidemment il y a une histoire à découvrir, une histoire qui n'est pas du tout anodine et qui n'est pas du tout si évidente que ça à la base. Mais bon, vous allez la découvrir très facilement et sans surprise. Maintenant, un petit truc qui m'a quand même déplu dans ce que j'ai lu, c'est que la mère, donc l'héroïne, s'appelle, c'est même pas dit dans le résumé, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, je vais vous le dire. Laurel, elle s'appelle Laurel. C'est pas dit, on parle juste de Ellie a disparu, Ellie c'est la gamine, et Laurel c'est la mère, on dit sa mère. Bon. Mais Laurel c'est bien l'héroïne donc, et Laurel en fait, elle va très vite, quand elle repense à sa fille Ellie, nous dire dans la narration qu'elle regrettait presque, pendant une fraction de seconde, mais bon je trouve ça déjà terrible, que ce soit l'autre fille qui s'appelle Hannah, qui est disparue au lieu d'Ellie. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire je t'aime pas trop toi. J'ai vraiment ce personnage-là de Laurel m'a un petit peu déçue, m'a un petit peu mise mal à l'aise parce qu'en fait, elle avait des pensées un peu néfastes, des pensées pas super cool. Et je pense que l'autrice a voulu dire que c'était celle avec laquelle elle avait le plus d'affinité en fait, et elle avait moins d'affinité avec son fils, et elle avait moins d'affinité avec cette autre fille, mais du coup elle l'a pas dit comme ça, et j'ai trouvé que c'était un petit peu malsain. Et donc on avait ces moments-là où en fait elle expliquait vraiment que Hannah, ça collait pas avec elle, qu'elle avait un problème pour s'entendre avec elle, etc. Et même quand il y a des moments où ça va un peu mieux vers le milieu, fin de l'histoire, etc., et que ça commence à s'améliorer, parce que heureusement ça s'améliore un peu, en fait, ça reste très distant, ça reste très plus pour avoir une morale à la fin de l'histoire ou quelque chose comme ça, mais c'est toujours un peu malsain parce que ce n'est pas dit de la bonne manière, ce n'est pas dit d'une manière qui est que, voilà, tout simplement elle s'entendait mieux avec Ellie, elle s'entendait moins avec Anna. Non, là c'est vraiment j'aime plus Ellie, j'aime moins Anna, j'ai vraiment eu du mal avec ça, surtout que maintenant que je suis maman et que j'aimerais bien avoir un deuxième enfant et je m'imagine pas préférer l'un à l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être décrit, quoi. Il y a d'autres moments qui étaient un petit peu gênants aussi parce que donc, on rencontre cette petite gamine qui s'appelle Poppy et qui s'avère être surdouée, qui est extrêmement intelligente, extrêmement mature, qui n'a pas d'amis, qui ne veut pas d'amis, qui ne veut pas parler avec les enfants de son âge. Elle préfère parler aux adultes, sauf qu'elle est particulièrement pénible en fait, elle pose des tonnes de questions tout le temps, et en fait déjà Poppy très très vite, moi je l'aime pas trop quoi. Et dans la narration, il y a des réflexions de la part de Laurel qui font penser que Poppy a des manques, donc un manque maternel, puisqu'en fait Floyd est père unique et que la mère de Poppy l'a quitté. Et donc, en fait, Laurel le dit d'une manière un peu négative. J'ai vraiment cette sensation que il y a quelque chose d'anormal chez Poppy. Ça me faisait presque penser à Esther, vous voyez, j'attendais de comprendre ce qui se passait dans ce délire là. Attendez, ça se trouve Poppy c'est Ellie et en fait elle a rajeuni dans son corps ou je sais pas quoi. Je m'attendais à un truc surnaturel, vous voyez ce que je veux dire. On sent qu'il y a un truc qui cloche quoi. Elle ressemble super fort à Ellie, la manière de pencher sa tête, de faire des sourires, de son regard, etc. Il y a plein de choses qui font penser à Ellie et du coup on se dit mais moi ça me faisait penser un peu au film d'horreur Esther quoi. Et du coup, quand elle disait qu'elle était trop mature, qu'en fait il y avait un problème, que c'était pas normal, que c'était pas comme n'importe quelle autre gamine de son âge et qu'elle était pas juste surdouée, qu'elle avait un manque de présence maternelle ou je ne sais quoi, je sais pas, je trouvais ça un petit peu malsain la manière dont c'était dit, et du coup le personnage de Poppy m'apparaissait un peu bizarre, un peu... Ouais, j'étais pas à l'aise en fait en présence de cette petite Poppy qui passait son temps à poser des questions et à couper la conversation et à empêcher finalement son père et Laurel de s'entendre. Parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas non plus au niveau du père et de Laurel en fait. Tout était très malsain en fait, voilà. Donc
J'ai pas ressenti de romance entre ces deux personnages, je n'ai pas senti... C'était gênant, en fait. Pas mal, voilà. Bon, voilà, donc en dehors de l'histoire qui était... de l'histoire vraiment de l'enlèvement et de ce qui a pu vraiment se passer, de la découverte de tout ça, c'est vrai que toutes ces parties de sociabilité entre les différents personnages, j'ai eu du mal, surtout qu'en plus à un moment donné, Laurel se met à inviter Poppy à aller s'acheter des vêtements, et la gamine, elle portait que des trucs très adultes, très qui faisaient, on aurait dit, une femme dans un corps de petite fille, et elle a voulu essayer de l'habiller comme sa fille morte, et c'était encore plus malsain, parce qu'elle insistait, et Poppy était en mode « non, j'aime pas », et elle disait « mais si, t'inquiète », et je disais « oh mon Dieu, arrête ». Enfin bref, donc... il y avait, je sais pas, les personnages, j'ai envie de dire non, mais l'histoire, ok, mais la manière dont c'est raconté, bah, c'est chronologique, on découvre chaque événement les uns à la suite des autres, il n'y a pas de surprise, donc thriller, je sais pas comment on peut considérer un thriller. Est-ce que c'est vraiment un thriller? Est-ce que c'est pas tout simplement juste un contemporain? J'en sais rien, je n'ai pas l'habitude des thrillers, donc peut-être que je dis des bêtises. Est-ce que c'est pas juste une histoire, une tranche de vie entre guillemets, mais genre très bizarre? Je ne sais pas, mais bon bref. Donc voilà, ça s'accélère à la fin comme tout bon thriller qui se respecte. Ok pour Comme toi. Ensuite, j'ai lu 30 jours d'obscurité de Jenny Lund Madsen aux éditions Gallmeister. C'est un livre que j'ai lu sans le truc parce que je voulais pas l'abîmer, donc voilà, je l'ai lu comme ça, vous voyez. Et on a l'autrice à l'arrière qui s'avère être une scénariste au Danemark, particulièrement connue apparemment, et ça c'est son premier roman. Voilà, lauréat d'un prix. Lauréat du prix Harald Mogensen du meilleur roman policier 2020. Bon, alors paraît-il, je n'ai pas l'habitude des romans policiers et encore moins des romans policiers des pays comme le Danemark, et donc c'est normal, paraît-il, que ce soit très lent. Donc voilà, c'est encore un truc très très lent. C'est un polar, je ne lis pas les polars, je ne lis pas les thrillers. Moi je pensais que les thrillers c'était un peu les polars mais avec des personnages qui sont pas des policiers, voilà. Donc là c'est pas un policier, c'est une écrivaine qui se barre en Islande et qui se met à résoudre un meurtre, mais c'est pas une policière, c'est juste quelqu'un qui a envie d'embêter le policier local et qui a envie de faire son taf à sa place, voilà. Donc n'importe quel imbécile peut écrire un polar en un mois. Anna en est persuadée lorsqu'elle interpelle Jorn Jensen, star du polar au Danemark. Je vais pas tout vous lire, hein. Le but c'était pas de vous lire le résumé, j'essaye un petit peu de vous expliquer. En gros, c'est une femme particulièrement aigrie, désagréable, méchante, je sais pas comment vous l'expliquer. Elle écrit des livres, des vrais livres, hein, entre guillemets, la littérature de qualité, et donc pour elle, les polars de Jorn Jensen, c'est tout pourri, voilà. Et du coup, elle va se rendre parce qu'elle s'ennuie et parce qu'elle a une espèce de blocage littéraire, elle arrive plus trop à écrire en ce moment, elle s'essaye à la romance et c'est bof bof, et du coup elle en a marre, alors elle va se pointer là où elle aurait dû se pointer de base, c'est-à-dire un événement littéraire, un salon, où il y a ses bouquins en train de se vendre, mais elle y est pas allée quoi. Et du coup elle y va, puis il y a une bande de mômes devant, et puis elle est en train de fumer sa clope, et puis on lui dit hey, fumez plus loin, il y a des enfants. Ils lui disent qu'elle va donner envie aux enfants de fumer, et elle dit t'en veux une, tu veux la finir? Le gosse il s'éloigne, alors du coup elle dit bah vous voyez bien que j'en cite à que dalle, et hop, elle jette sa clope, vous pourriez l'acheter à la poubelle, et hop, elle s'en fout, elle rentre, enfin vous voyez. Donc je vous donne un exemple un petit peu, elle est extrêmement mal polie, elle se fiche de tout le monde, et voilà. Donc elle rentre dans ce salon, elle va à son stand et elle va entendre Jorn Jensen, son ennemi juré, on va dire, le mec qui a un succès fou avec ses polars et qui en écrit extrêmement souvent, avec un rythme très très soutenu et qui est adoré de ses fans, et elle va l'entendre parler écriture sur une estrade et elle va s'arracher les cheveux parce qu'il est en train de dire que s'il pouvait écrire un livre par jour ce serait trop bien, et que voilà, plein de choses comme ça qui parlent de productivité et non pas d'écriture et de la qualité du texte quoi. Et puis bah elle va lui lancer un défi en pleine conférence et tout, donc il y a les caméras, tout le monde les entend, et donc en fait voilà, elle s'est fichue elle-même dans la mouise et elle doit écrire un polar en 30 jours, puisqu'elle dit n'importe qui peut écrire un polar en un mois, et du coup, eh bien, il va lui dire « Et toi aussi donc, je suppose ?» Et elle va dire « Bah oui, je pourrais », et puis il va dire « Bah vas-y », et voilà, donc ça c'est comme ça que ça commence. Sauf que comme elle est en plein blocage d'écriture, son éditeur, qui est un ami à elle, et qui a foi en elle, même si elle vend pas beaucoup de livres, il va lui dire « Je t'envoie en Islande ».
Voilà, hop, en 2-3 appels, il a trouvé quelqu'un pour l'accueillir en Islande et elle va se retrouver dans un tout petit village. Et 30 jours d'obscurité, c'est parce que bien sûr, à cette période de l'année, il fait très souvent sombre et le matin, il fait un petit peu lumineux vite fait et puis après, très vite, la nuit tombe, on va dire, avant même que ce soit le soir. Et donc, une bonne partie de la journée, c'est dans l'obscurité. Et elle va apprendre qu'un adolescent est décédé. Il s'avère que c'est le neveu de la femme qui la loge. Tout le monde est dévasté. En plus, c'était le fils unique d'un couple qui avait eu du mal à avoir un enfant à l'époque. Et donc voilà, tout le monde est triste, c'est un tout petit village. Le flic, il a l'air un peu perdu, il a jamais géré de meurtre, alors il sait pas trop par où commencer. Et elle vient mettre son nez là-dedans. Alors j'ai eu du mal avec ce texte parce que je trouvais que l'héroïne, elle faisait un peu tout et n'importe quoi, et elle avait pas forcément des motivations. Alors il s'avère que écrire un polar, c'était pas son truc, elle aimait pas ça. Et donc du coup, comme elle se forçait, elle avait pas d'idée, et comme elle avait pas d'idée, elle s'est dit tiens, évidemment, je vais m'inspirer de ce qui vient d'arriver. Voilà. Donc en fait, elle voulait résoudre le meurtre pour pouvoir écrire sur le meurtre. En dehors de ça, je trouvais qu'elle était vachement insistante pour comprendre ce qui s'est passé, et elle faisait des trucs vraiment que je sais pas qui aurait réellement fait quoi. Elle prenait des décisions, elle se mettait à faire des choses super dangereuses qu'elle ne pourrait jamais expliquer après. Si on lui tombait dessus le lendemain, et on allait lui tomber dessus le lendemain, enfin il y avait des choses vraiment qu'elle faisait, c'était clair et net que ça allait se voir, qu'on allait lui tomber dessus derrière, et qu'elle n'allait avoir aucune justification pour expliquer ce qu'elle avait fait. Rien. Et elle le faisait quand même. Je pense que c'était vraiment pour créer des péripéties, que Anna se mette à... Il y a des Anna partout, hein. Il me semble que c'était Anna dans Erectus aussi. Oui, c'est ça, c'était Anna. Il y avait Anna, la sœur, la fille encore vivante de Laurel dans Comme toi, et puis il y a Anna dans 30 jours... d'obscurité. Donc voilà, c'est que des Anna. Et oui, voilà, donc je trouvais que le but c'était vraiment de mettre des péripéties dans tous les sens, et donc elle faisait des choses qui n'avaient vraiment aucun sens, et on était censé se dire oh mon dieu, mais si elle fait ça, on va forcément découvrir qu'elle l'a fait, et comment est-ce qu'elle va expliquer que... Et je trouvais ça... D'habitude, en fait, ça peut passer selon les situations, mais là c'était pas possible, en fait, parce que elle n'avait aucune raison d'aller aussi loin. Mais vraiment aucune raison, c'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait, c'était pour découvrir des minuscules informations sur qui peut avoir tué le gamin, et puis en plus de ça, elle faisait des déductions, mais enfantines, vraiment des trucs tout bêtes, quoi, genre lui il a l'air énervé, donc c'est sans doute lui. Et donc du coup, finalement, les suspects varient extrêmement peu au fil du roman, c'est vraiment vers la fin que tout s'accélère, et que tout d'un coup, ça pourrait être lui, ça pourrait être elle, ça pourrait être lui, ça pourrait... Et ça n'arrête plus. Au final, on peut retirer des tonnes de textes dans ce bouquin et avoir un petit roman très court et avoir vraiment l'essentiel de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de lenteur. Effectivement, à un moment donné, elle va aller faire de l'équitation, et puis elle va rencontrer, devinez qui, Jorn Jensen. Donc ouais, il est dans le coin. Bon, donc elle a la rage parce qu'elle le déteste, et qu'il vient se moquer d'elle, et qu'il vient jubiler, et que tiens, lui aussi il a envie d'écrire un roman dans le coin, et enfin bref, il y a beaucoup de distractions et de choses qui n'ont pas de rapport avec l'histoire. Mais au final, à la fin, ça s'accélère bien, on a vraiment des découvertes, on a vraiment des trucs auxquels on s'attendait pas. Depuis le début, j'avais deviné quelques petites choses partiellement, où je savais que c'était de ce côté-là qu'il fallait réfléchir, quoi. Mais après, j'ai quand même été surprise, j'ai quand même eu des petites choses à découvrir, et des petits moments où je me dis purée, comment est-ce qu'elle va faire, comment est-ce qu'ils vont faire, machin. Donc, je dirais que c'est plutôt positif pour un roman un peu lent, danois, paraît-il, qui sont tous très lents, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, etc. Il y a des gens qui adorent ça, hein. Ma belle-mère adore ça, les descriptions, etc. Donc voilà, si jamais vous appréciez ça, c'est donc un roman de voyage, un récit en Islande, avec vraiment les descriptions de la météo, du temps, du paysage, et puis ce petit village... avec ces gens qui ne veulent pas trop parler de leurs secrets, etc. Et on a une petite romance LGBT. Elle va évoluer sur pas mal de plans, finalement, parce que c'est un personnage qui au début est très antipathique, et finalement, progressivement, on va la découvrir beaucoup plus soucieuse des autres, beaucoup plus sociable, et beaucoup plus dans l'aveu de ses propres faiblesses, on va dire. Et on a une petite morale, et on a des petites choses comme ça sympathiques à lire, des petits trucs agréables. Donc voilà, c'était 30 jours d'obscurité. C'était dans le Cold Winter Challenge, hein. Je pense que vous en doutiez, hein, ça se passe en Islande, il fait très froid. Ensuite, j'ai fini le Witcher, le tome 1 du dernier vœu. C'est un recueil de nouvelles de Andrzej Sapkowski, désolée si je le prononce mal,
et je l'avais lu à moitié il y a des mois de ça. Et ça traînait, j'arrivais pas à le continuer et finalement je l'ai terminé. Donc voilà, ça c'est fait. J'avais très envie en fait de pouvoir re-regarder peut-être la série The Witcher et regarder la suite aussi en sachant ce qui est écrit. Je n'ai donc pas terminé puisque le dernier vœu c'est le premier, il faudrait que je lise la suite. Donc ça fait partie des trucs que j'aimerais bien lire. Je sais pas quoi vous dire là-dessus, je n'ai lu que la moitié récemment, on va dire, la première moitié je l'avais lu avant. Mais j'étais vraiment surprise par l'écriture, elle est particulière, elle est rigolote. À la fois c'est bavard et à la fois c'est taciturne, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que c'est plein d'humour et c'est assez surprenant à lire, je m'attendais à autre chose, je sais pas à quoi je m'attendais exactement mais je m'attendais à autre chose. C'est une série de nouvelles, je saurais plus vous dire exactement lesquelles. C'est pour la plupart des nouvelles liées, peut-être même toutes sont liées à des contes en fait. Donc on a La Belle et la Bête, puisque on a cette histoire d'homme qui est maudit et qui se retrouve transformé en bête, qui a des pouvoirs magiques, qui fait apparaître des plats sur sa table, etc. Je sais pas si vous avez lu la série, mais voilà, c'est un personnage que le Witcher connaît, et en fait, à un moment donné, le Witcher va venir manger chez lui, enfin, il va passer par là, et il va demander s'il peut avoir l'hospitalité, machin, et l'autre va lui expliquer qu'en fait, il s'est mis à, je crois, recueillir des filles les unes après les autres en échange d'argent ou je ne sais quoi, et en fait c'est un petit peu le côté de La Belle et la Bête avec la fille qui vient vivre chez lui en échange de la vie de son père. Il y avait une histoire comme ça au début, sauf qu'après, du coup, elle a eu de l'argent et du coup, tout un tas d'autres filles sont venues pour la même chose. Le père venait la laisser, elle vivait avec lui et au final, elle repartait avec de l'argent ou je sais plus quoi. Enfin bref, et du coup, il les enchaînait comme ça et les unes après les autres, elles venaient vivre avec lui puis elles repartaient et elles étaient contentes. C'est vraiment bizarre, c'est des contes adaptés quoi. C'est vraiment une manière différente de voir le truc avec un folklore qui est celui du Witcher. Et après, on découvre au fil du temps ce qui lui est arrivé à lui exactement, pourquoi il s'est fait maudire, etc. Parce que ça, c'est pas une information qu'on a au départ. Et voilà. Et effectivement, on va aussi avoir la fameuse ennemie du Witcher, qui est une créature qui vient, qui passe par là et qui tue des humains par-ci par-là dans le coin, et on sait pas pourquoi, et il y a l'air d'avoir un lien avec cette bête. Donc ça, c'est une nouvelle, il y en a plein d'autres qui sont toujours des nouvelles liées à ce qu'il y a dans la série. La série, je trouve, est particulièrement fidèle, je trouve, au texte. Maintenant, peut-être que en le lisant dans cet ordre-là, c'est-à-dire le livre après la série, peut-être que du coup j'ai eu cette impression et que j'aurais pas l'impression dans l'autre sens. Mais bon, j'ai eu l'impression que je trouverais tout quoi, qu'il n'y avait pas des informations qui étaient perdues, ou que si elles étaient perdues, c'était pas des informations vraiment primordiales. En tout cas, donc on a tout un tas de petites mentions de contes comme ça. Et on a évidemment l'histoire de la reine, la grand-mère de Ciri, qui au banquet va se retrouver face au fameux hérisson. Enfin, si vous connaissez l'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc on a toutes ces nouvelles-là, mais on n'a pas par contre la suite avec ces histoires de failles et trucs comme ça, donc j'aimerais vraiment lire les textes suivants pour comprendre, et après me spoiler la série aussi. Je dis me spoiler, bon, lire l'histoire quoi, mais j'aimerais beaucoup avoir la réponse à toutes ces questions plutôt que d'attendre une saison suivante de série. Je n'aime pas du tout attendre que les séries sortent, je préfère avoir tout d'un coup. Et ce que je voulais dire donc, c'est que y a beaucoup de personnages qui se mettent à débiter des paragraphes gigantesques en fait, et qui sont super bavards, avec un accent, une façon de parler, des mots très particuliers, un patois on va dire. Et puis à côté de ça, il y a le Witcher qui écoute, qui dit pas grand chose, et c'est très comme dans la série en fait. C'est vraiment, c'est un type... il combat, il a aucun souci. Alors, il parle un peu plus que dans la série. Dans la série, il parle très très peu, vraiment. Mais en fait, je pense que dans une série, on peut se permettre de faire ça. On peut se permettre d'avoir un personnage qui dit rien, puis tous les autres. Nous, comme on regarde tout, on voit. C'est pas la même chose. Dans le livre, il faut quand même qu'il parle un petit peu, parce que sinon, c'est comme s'il était pas là, quoi. S'il parle pas, si on a juste l'expression de son visage une fois de temps en temps, on perd un petit peu quelque chose. Mais donc, il parle légèrement plus en réalité que ce qu'il y a dans la série. Mais sinon, il est quand même... voilà, il parle pas beaucoup, et puis on a tous ces personnages autour qui lui racontent leur vie, vraiment, et avec leur manière de parler très particulière, et c'est super immersif. On sent que l'univers, il est énorme, en fait. Il a pas besoin de le dire, il a juste besoin de mentionner un petit microscopique pourcentage de cet univers, en mentionnant un petit machin, un petit truc par-ci par-là, et on se dit oh là là, ça a l'air compliqué, il y a plein de trucs, mais on les voit pas tous, en fait. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait.
C'est vraiment bien écrit, il y a de l'humour, c'est un peu dépaysant quoi, j'aime bien. De toute façon j'aimais déjà bien la série, mais je trouve que le texte avec son écriture a aussi son charme quoi. Ensuite j'ai lu La Passe Miroir 2 de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. J'avais envie de le lire parce que sinon j'allais trop perdre de ce qu'il y avait dans le tome 1, j'avais peur d'oublier trop de choses. Et au final, je pense que j'ai bien fait. C'est vrai que le tome 1 était beaucoup plus contemplatif, il se passait beaucoup moins de choses. Là, il se passe, je dirais pas beaucoup de choses, mais il s'en passe quand même beaucoup plus. On avance un petit peu sur les informations qu'on est censé découvrir sur le monde, sur ces espèces d'esprits de famille qui sont des dieux, comme Artémis et Farouk. Et on en apprend plus sur la famille de Thorne, on en apprend plus sur Thorne lui-même et l'évolution de la relation entre Thorne et Ophélie est assez intéressante. Tout est très lent quand même. C'est ce qui m'avait surprise déjà dans le premier tome en fait, c'est qu'Ophélie elle subissait énormément et elle disait pas grand chose en fait. C'est-à-dire que parfois en fait on a des moments comme ça. Par exemple il y a une scène où il y a tout un tas de personnages qui se mettent à parler et à couper Ophélie. À chaque fois elle veut dire un truc, on sait très bien ce qu'elle veut dire, elle est un peu énervée d'ailleurs parce qu'elle n'arrive pas à le dire, et petit à petit donc il y a un personnage, puis un autre personnage, puis un autre personnage, ça n'arrête plus, il les coupe quoi. Ça fait 3, 4, 5 fois, au bout d'un moment on a envie de péter un câble, et là Ophélie aussi elle pète un câble. Vous la voyez, elle est là en train de devenir toute rouge, elle est sur le point d'exploser, elle est là, elle part, et on la coupe une énième fois. On la coupe une énième fois pour dire un truc qui là tout d'un coup lui fait voir les choses d'une autre manière, alors elle se dit ah oui d'accord, et puis elle se calme. Et puis c'est tout, et puis elle n'a pas explosé, elle se prend tout dans la tête tout le temps, et en fait, la plupart du temps, elle ne dit rien, ou elle ne peut pas dire, et c'est un petit peu fatigant quoi. Ça reste que c'est un personnage que j'aime beaucoup, les personnages de manière générale de Christelle Dabos, j'ai l'impression, sont très 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 détaillés, ils ont une personnalité vraiment... profonde et détaillée et développée. Je suis un petit peu sur ma fin à la fin de ce tome 2. J'avais beaucoup plus envie de lire le tome 3 à la fin de ce tome 2 que j'avais envie de lire le tome 2 à la fin du tome 1, d'accord ? Mais je pense que le tome 3 va peut-être être encore plus intéressant vis-à-vis du tome 4, très probablement. Parce que là, on est à la fin du tome 2, et en fait, finalement, j'ai l'impression qu'il y a un énorme gap encore entre le tome 2 et le tome 3. Enfin, encore. Ce qui fait que du coup... on va dire la tension retombe quoi, et d'un coup on recommence un peu à zéro à partir du tome 3. En fait j'avais déjà dit ça sur le tome 2, hein. J'avais déjà dit on va recommencer à zéro, parce qu'à la fin du tome 1 on repart sur les mêmes problématiques et on repart de zéro. Dans le tome 3 on annonce quand même pas mal de changements, pas mal de nouveautés, pas mal de découvertes, pas mal de... on va changer d'univers et de paysage, j'ai l'impression. Mais ça reste qu'on va encore repartir de zéro. En termes d'action, on va repartir de la lenteur, on va dire, routinière, à tout d'un coup il se passe quelque chose, et voilà. Donc en fait, je suis toujours un peu déçue de ça. J'aime bien justement les tomes 2, les tomes 3, les tomes 4, enfin la suite d'un premier tome, parce que justement, on part d'acquis, on part de quelque chose qui s'est déjà passé, et là on peut direct entrer dans l'action, on peut direct entrer dans ce qui se passe. Bah là non, en fait, on va repartir, on va ralentir à nouveau quoi, et j'ai l'impression qu'elle aime bien faire ça. Peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est son objectif et que c'est calculé. Mais voilà, bon, je vais pas plus en parler parce que c'est un tome 2 que j'ai lu. Je vais juste dire qu'effectivement c'était plus agréable à lire que le tome 1 et que ça m'a déjà donné plus envie de lire la suite que le tome 1. Mais ça s'arrête là, c'est pas non plus... Là ça retombe quoi. Là ça fait un moment que j'ai pas lu parce que j'ai continué avec Margaret Atwood, je vais vous expliquer. Et donc du coup bah c'est retombé, j'ai très envie de voir la suite effectivement, mais ce n'est pas la hype que j'avais sur la dernière ligne de lecture du tome 2. En fait c'est simple, j'ai lu le résumé du tome 3 et j'étais en mode oh non, voilà, en gros c'était ça. J'ai lu le résumé et je me suis dit bon bah on va recommencer à zéro, on va repartir de zéro dans le tome 3 et elle nous a déjà fait ça une fois. Donc. La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont. C'est ce petit livre que je n'ai pas lu en physique parce que j'avais la liseuse. Je l'ai rendue à la bibliothèque, mais effectivement je l'avais emprunté parce que sur ma liseuse je peux emprunter les livres à la bibliothèque, et je me suis dit est-ce qu'ils auraient pas mon livre, parce qu'en fait j'aime bien pouvoir lire le soir dans mon lit vite fait, et j'ai besoin de lumière parce qu'il n'y a pas tellement de lumière dans ma chambre. Donc j'avais besoin d'emprunter ce même texte avec la petite préface de Margaret Atwood qui parle des circonstances, du contexte dans lequel elle a écrit son roman. Et ça c'était un truc qu'il y avait en plus dans cette édition, de ce que j'ai compris. Donc je voulais celle-là, et il y avait celle-là. Donc s'il n'y avait pas eu, j'aurais lu le papier, mais du coup, voilà, le livre est intact, je l'ai juste... je crois qu'on me l'a offert
donc personne ne l'a lu avant moi, donc il est neuf et pas lu. Voilà, j'ai lu le roman entier sur liseuse. Ce que j'ai à en dire, c'est que je m'attendais à autre chose, c'est-à-dire que j'avais commencé à lire il y a peut-être des années maintenant, mais pas si longtemps, voilà, peut-être 2 ans, j'en sais rien, je sais plus exactement combien de temps, et j'avais commencé à le lire. Je me souviens que c'était à l'époque où j'essayais de me remettre à lire, et c'était vraiment pas la chose à lire. S'il fallait que j'essaye de me remettre à lire, il fallait que je trouve un truc un petit peu vif, où il se passe des choses, et qui me donne envie de lire la suite, quoi. Là, c'était pas le cas. Tous les soirs, j'essayais de lire un truc. Tous les soirs, j'essayais de lire un peu plus, et je lisais quoi, 1 page, 2, même pas, et j'en pouvais plus, je m'endormais. Après, probablement que j'allais me coucher trop tard et que j'avais pas vraiment le temps de lire et que j'essayais vite fait comme ça, mais bon, il y avait vraiment rien pour me donner envie de lire. On s'ennuyait à mort, on subissait parce que finalement, quand on arrive dans l'histoire de la Servante écarlate, on ne sait rien en fait, et il s'avère que on est au point de vue d'une servante qui est en fait une femme habillée en rouge avec une espèce de chapeau avec des ailes blanches comme ça. Si vous avez vu la série, donc vous saurez de quoi je parle bien sûr. Et on ne sait pas du tout ce qu'elle fait là, pourquoi elle n'a pas l'air d'être très libre de ses mouvements, et on voit juste en fait comment elle vit sa vie et ce qu'elle n'a pas le droit de faire, ce qu'elle a le droit de faire, et petit à petit on se dit purée, elle a vraiment rien le droit de faire, et puis ah ouais d'accord, c'est super grave de s'adresser, enfin de parler à qui que ce soit, et de pas prononcer les mots exacts, voilà, donc elle avait tout un tas de restrictions, et au fur et à mesure on se rend compte qu'en fait son rôle c'est dans cette société de procréer pour une famille de personnes haut placées, de haut rang, et il s'avère que par le passé, elle avait une petite fille, elle avait un mari et qu'elle a été séparée d'eux, et on ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils sont vivants, pendant tout un temps, on n'a pas d'informations sur tout ça, on sait juste qu'elle a été arrachée de sa vie parce que finalement, voilà, le régime s'est mis en place et que en fait, toutes les femmes se sont retrouvées réduites à l'esclavage. Et en l'occurrence, elle a été dans ce cas où il a fallu qu'elle fasse un choix et qu'elle devienne quelque chose pour la société, et on lui a proposé plusieurs choses, et elle a choisi la Servante écarlate, mais en réalité, elle n'avait pas beaucoup de choix, puisque elle était mariée à un homme qui avait été marié par le passé. Donc malheureusement, comme c'est une société qui s'est installée, hein, c'est une dystopie pure, hein, elle s'est installée en fait sur base de croyances, dans le but d'aider la société à repartir sur de bonnes bases pour la conception d'enfants, parce qu'ils n'y arrivaient plus, parce que les gens étaient de plus en plus stériles, qu'on avait de plus en plus de mal à concevoir des enfants, et donc il y a une poignée de types qui se sont dit il faut absolument trouver une solution, on va forcer les gens à respecter un certain nombre de règles et les femmes à se soumettre pour qu'on puisse avoir des enfants, qu'on puisse prospérer, et dans la vie, tout le monde ne peut pas être heureux, etc., etc. Voilà. Et donc du coup, toute cette histoire, c'est uniquement le point de vue de cette femme qui va se souvenir par-ci par-là de ce qu'elle a vécu avant, de sa liberté, de ses amis, de sa mère, etc., etc., et de son enfant, malheureusement, qu'elle ne voit plus. Et en fait, je m'attendais à tout moment à ce qu'il se passe quelque chose. Je m'attendais à tout moment à ce qu'il y ait une révolte, qu'ils essayent quelque chose, à la limite que ça finisse mal, mais qu'il se passe quelque chose, quoi. Même si, évidemment, il y a une fin, il y a quelque chose qui change un petit peu vers la fin, il y a quelque chose qui, on va dire, il y a un petit décalage, il y a une espèce de progression vaguement croissante d'une activité, de quelque chose d'inhabituel, etc. Bref, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est très compliqué. Littéralement, dans la Servante écarlate, il se passe rien, c'est juste la Servante écarlate qui subit. En fait, chaque morceau de l'histoire est fait pour vous montrer chaque aspect de sa nouvelle vie et vous montrer jusqu'où ça peut aller. Et donc, même jusqu'à la fin, jusqu'à la quasi-fin, vous avez encore des exemples de choses qui se passent sous ce régime, en fait, qu'on n'avait pas encore vu au début parce que il n'y avait pas encore eu le temps de le dire. Et donc voilà, ça fait partie des trucs qu'elle doit aussi, et qui en fait qui font partie du quotidien, et où c'est juste que c'est pas assez régulier pour que on ait pu le voir jusque là. Et donc en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment toute l'histoire, c'est juste pour vous montrer cette femme qui a perdu ses libertés, qui voudrait les récupérer, qui est triste et qui survit comme elle peut psychologiquement et qui se souvient de ce qui lui est arrivé, qui se souvient de ce qui est arrivé à d'autres, etc., etc. Évidemment, il y a une fin et j'espérais de tout cœur, mais plus la fin approchait, plus je me disais mon Dieu, il va rien se passer, vraiment, il va rien se passer du tout. En fait, le tout début que j'ai arrêté, parce qu'à l'époque je l'avais arrêté, mais je l'avais arrêté au bout de quelques dizaines de pages, hein, vraiment j'avais pas lu grand chose. Et là je l'ai repris parce que c'était dans le cadre, encore une fois, du Cold Winter Challenge. Et en fait, finalement, je peux attester que jusqu'au bout, c'est le même type de narration qu'au tout début. C'est un tout petit peu moins descriptif, mais c'est toujours la même lenteur et il se passe toujours rien. Et si j'avais su ça à l'époque, je peux vous assurer que je l'aurais pas lu. Maintenant, là, je regrette une chose quand même, c'est que j'étais vraiment dans la peau de cette femme
et que en plus ça, comme je suis maman, que j'ai un petit bébé et qu'elle décrivait de temps en temps les souvenirs de son petit bébé, elle aussi, qui avait tel ou tel âge à l'époque, parce que du coup elle a été séparée d'elle, je crois, quand elle avait 5 ans, la gamine. Mais du coup, elle se souvenait par-ci par-là d'elle quand elle s'en occupait, quand elle rayait pour je ne sais quoi, que toutes ces libertés qu'elle avait avant et comment elle s'occupait de son enfant avant. Et du coup, toutes les descriptions qu'elle faisait, etc., moi ça me faisait penser à moi et ma fille, quoi. Et donc ça fait encore plus mal à voir. Mais bref. Donc c'est vrai que c'est la seule chose qui me fait regretter de ne pas avoir lu ce texte plus tôt, c'est que j'aurais pas eu ce petit côté supplémentaire, cette petite souffrance supplémentaire de me mettre à sa place et de me dire oh là là, et puis il y a ça en plus, oh, quelle horreur, j'aurais pas voulu être à sa place, blablabla. C'était un texte extrêmement instructif, ça apprend énormément de choses et surtout elle explique bien, que ce soit dans sa préface que dans sa postface, que même d'ailleurs à la fin, parce qu'il y a une explication à la fin aussi de tout un tas de choses, ça explique bien que tout ce qu'elle a écrit est basé sur ce qui est déjà arrivé dans l'histoire. Et que tout est réaliste, tout est réel, tout a existé en fait, tout ça. C'est juste qu'elle a assemblé des petites choses, elle a tout mis ensemble et elle a créé un truc qui n'existe pas réellement, qui n'a pas existé. Mais chaque petite chose, chaque morceau de cette histoire a existé quelque part dans une civilisation, dans un régime, dans un pays. Voilà, ça a existé. Donc c'est assez flippant, hein, effectivement. C'est ce qui fait que le texte était aussi intéressant, c'est que c'était quand même très instructif. Je dirais que c'est un petit peu comme Erectus, dans le fait que j'ai appris des choses, mais j'ai plus appris des choses sur l'état d'esprit d'une victime de ce régime. Voilà, plus que des faits scientifiques ou des choses comme ça. Bien sûr, j'ai aussi appris des faits historiques, puisque donc toutes ces choses ont existé, etc. C'est très intéressant de voir comment une société peut changer. On voit vraiment l'évolution de la société et de la mise en place du régime, etc. C'est intéressant. Mais je pense que moi, maintenant, je recherche des choses qui sont agréables à lire, qui me font du bien, et c'est vrai que si j'avais su avant, je ne sais pas si je l'aurais lu. Maintenant, j'ai appris que la suite, le testament, c'est une histoire en plein dans le régime, parce que en l'occurrence, la Servante écarlate, ça se passe au début du régime, ça veut vraiment dire que c'est pas la fin, quoi. C'est vraiment terrible à savoir. Mais en gros, les testaments, c'est la suite, et c'est l'histoire de deux adolescentes, de ce que j'ai compris, d'après le résumé, qui sont dans le régime et qui, elles, vont faire quelque chose. Et peut-être que c'est l'histoire de la chute du régime. Il me semble que c'est l'histoire de la chute du régime. Et donc ça montre bien que c'est l'opposé entre... Et ça a été écrit des années après par Margaret Atwood. Ça montre bien que c'est l'inverse, l'exact inverse de la Servante écarlate, qui est très contemplatif et qui montrait vraiment le régime et la difficulté d'y vivre, etc. et le manque des libertés, etc. Là, on aura vraiment l'inverse, on aura l'action, on aura comment ils se rebellent, ce qui se passe, et donc, malheureusement, alors que j'arrêtais pas de dire oh là là, si ça se finit et qu'il n'y a rien, je lirai pas la suite, bah du coup je pense que je vais lire la suite quand même, parce que j'ai vraiment besoin de voir ce régime tomber en fait. J'ai besoin de voir ce régime tomber parce que dans le premier, il n'y a rien, vraiment rien qui nous aide en fait, à part un lointain futur où des gens parlent de ce régime tel qu'il a existé. Donc on voit bien qu'évidemment un jour ou l'autre, ça tombe et ça change, bien sûr. Mais du coup, cette femme-là, elle y était, et j'ai besoin du coup de voir la fin de ça, quoi. De voir comment ça s'est terminé, et d'avoir cette satisfaction-là, puisqu'on l'a pas, mais pas du tout dans la Servante écarlate. Voilà, donc c'est effectivement un chef-d'œuvre, la Servante écarlate, je ne dirais pas le contraire, mais c'est pas facile à lire. Et c'est pas parce que je n'aurais pas voulu le lire si j'avais su que je considère que c'est mauvais, pas du tout. C'est juste que c'est trop éprouvant à lire, et que j'ai vraiment eu du mal à le faire. Et à un moment donné, vers la fin, surtout que je devais faire pour le Calm Winter Challenge, la fin de cette lecture avant le 28, j'ai été obligée de me donner une obligation de telle page à lire chaque jour, parce que sinon, je ne savais pas quand je m'arrêtais et je n'aurais jamais fini à temps en fait. Mais je suis contente de l'avoir lu, je vais peut-être lire les testaments et on verra ce que ça donne. Je ne vais pas beaucoup poster de vidéos, je pense. Je vais probablement me contenter des points lecture, peut-être d'une vidéo ou deux qui parlent de ça, de ma régularité sur la chaîne et de ce genre d'informations-là. Mais je vais essayer d'être moins active puisque j'ai besoin d'être active en écriture, j'ai besoin d'être active aussi en lecture, j'ai besoin de faire d'autres choses, et si je fais autant de vidéos que ce que je faisais sur cette chaîne, je ne vais plus rien faire d'autre. Sachant qu'en plus de ça, je me lance dans une nouvelle formation de correction, donc je vais avoir moins de temps pour moi. Donc je vais continuer seulement à poster au sujet de mes points lecture. Et je vais essayer également de m'essayer au web novel. Je suis en train de lire un web novel en l'occurrence en ce moment. Et je pense que je ne vais pas lire de roman tant que je n'aurai pas terminé ce web novel. Et si jamais c'est un bon web novel, ce que je trouve qui est le cas pour l'instant, j'en parlerai probablement dans un point lecture, comme si c'était un roman comme un autre, parce que je considère que ça mérite d'être mentionné dans une vidéo.
c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve une prochaine fois dans un nouveau point lecture et je vous dis à bientôt.